Printemps 1944. Depuis le 6 juin, le débarquement des forces alliées en Normandie a ouvert un nouveau front contre l'armée allemande. À Lyon, la Wehrmacht et la Gestapo luttent contre la résistance intérieure. Dans la prison Montluc, il y a des otages, raflés au hasard. Il y a des juifs qui vont être déportés. Et puis il y a, en majorité, des résistants, qui ont été arrêtés, interrogés et torturés par la Gestapo. Des résistants qui savent que l'armée allemande est en difficulté. Mais ils savent aussi que les soldats allemands vident la prison, depuis quelques semaines déjà, en massacrant presque chaque jour un groupe de détenus. Habituellement, les Juifs sont appelés « avec bagages ». Cela signifie qu'ils vont emporter avec eux les rares affaires qu'ils ont pu garder. Quand ils partent, on sait qu'on ne les reverra pas. Ils seront déportés. 16 juin 1944. Dans la prison, 30 hommes, résistants et raflés, ont été appelés sans bagages. La plupart d'entre eux ont compris qu'on ne les reverra jamais revenir ici. Ils ne partent pas cette fois-ci pour un énième interrogatoire dont ils reviendront brisés. Les 30 hommes ont été entassés dans une camionnette. Ils sont enchaînés, 2 à 2, surveillés par des soldats, mitraillettes braquées sur eux. Une traction les précède et une autre les suit, à une quinzaine de mètres. Parmi eux, certains se connaissent. Il y a une partie de l'état-major régional FFI, les forces françaises de l'intérieur, qui a été arrêtée sur dénonciation d'un agent double. Il y a Francisque Jomard, Marcel Clouet, Francis Dafsault, Hector Isabella. Il y a aussi Jean Crespo, dit Palissy, qui revient juste d'un interrogatoire de la Gestapo. Il y a enfin Charles Perrin, dit Vauban. Après avoir quitté la prison, le convoi rejoint le siège de la Gestapo situé place Bellecour. La camionnette va se garer dans la cour. Les prisonniers voient des soldats et des miliciens brutaliser un homme qu'ils viennent visiblement d'arrêter. Un officier allemand, en état d'ivresse, s'avance vers la camionnette. Il s'adresse à Marcel Clouet, à l'arrière, qui est mutilé du bras droit et qui n'est pas enchaîné. « Pourquoi tu es arrêté, toi? Tu es juif ?» Marcel Clouet répond « Non, c'est pour résistance. » Alors l'officier dévie d'un chapelet d'insultes. « Ah, tu es résistant? Vous êtes des résistants? Eh bien, bande de cochons, vous qui résistez pour les juifs, pour les bolcheviks, pour les anglais, vous allez crever, crever, comme tous ceux que nous faisons crever chaque jour. » Un ordre bref retentit, et le convoi repart, dans le même ordre qu'en sortant de Montluc. Deux Français en civil se sont joints aux soldats allemands. Le convoi roule, suivant un itinéraire compliqué. Les Allemands sont prudents. Puis la camionnette et les tractions quittent la ville. Le temps est lourd. Bientôt, une pluie fine se met à tomber. Par l'ouverture de la bâche, à l'arrière de la camionnette, les détenus peuvent apercevoir un peu du paysage de leur dernier voyage. Certains reconnaissent le pont de Collonges, celui de Neuville-sur-Saône, puis celui de Trévoux. La camionnette roule encore quelques minutes, puis elle stoppe. La traction qui suit le convoi s'est arrêtée, 100 mètres en arrière. Ses occupants descendent et prennent position sur la route. Des ordres circulent. Les soldats font signe à Marcel Clouet ainsi qu'à 2 ou 3 autres prisonniers de descendre. Les menottes qui les enchaînent leur sont enlevées. Les hommes sont emmenés vers l'avant du véhicule. Tout à coup, un bruit de fusil mitrailleur éclate. Marcel Clouet et ses compagnons sont en train de mourir. Louis Adam, qui est aveugle, s'est levé. Il attend son tour. Puis c'est à Charles Perrin de descendre avec Francisque Jomard. Les 2 hommes, qui ont lutté ensemble contre l'occupant, échangent quelques derniers mots avec un calme qui les surprend eux-mêmes. Charles Perrin avoue avec regret. C'est quand même dur de partir sans avoir vu le jour de la libération de la France. Et Francisque Jomard lui répond
Oui, mais les copains le verront ce jour, et ils nous vengeront. Charles Perrin et Jean Crespo survivront miraculeusement à ce massacre. Ils pourront en donner un récit très détaillé. Procès verbal de la gendarmerie de Trévoux. Aujourd'hui, 17 juin 1944 à 8 h, après avoir été avisé qu'un certain nombre de personnes gisaient sur le territoire de la commune de Saint-Didier-de-Formans, nous nous sommes rendus sur les lieux où nous avons découvert 24 cadavres dans un pré, un autre cadavre se trouvant dans le fossé. Ayant effectué des recherches aux alentours, 3 autres corps ont été trouvés. La distance de ces 3 cadavres du premier groupe varie de 150 à 200 mètres. Le total des morts est de 28, tous de sexe masculin. Aucune pièce d'identité n'a été trouvée sur eux. Leur âge apparent varie de 17 à 55 ans environ. Des renseignements recueillis auprès des habitants, il résulte que la fusillade a duré 15 à 20 minutes environ. Les douilles retrouvées sur les lieux sont du calibre 9 mm. Tous les cadavres portent des blessures à la tête. Les événements qui nous réunissent ce jour ont eu lieu il y a 70 ans. L'espace d'une vie nous sépare de cette barbarie du vendredi 16 juin 1944, où 30 patriotes furent lâchement assassinés, ici même au lieu-dit Les Roussilles par les nazis. Ainsi donc, ensemble, à Saint-Didier-de-Formans, anciens combattants, jeunesse locale, militaires et institutionnels civils, nous commémorons en ce 16 juin 2014 le 70e anniversaire du massacre de Roussille. Lorsque l'homme s'abandonne à des idéologies meurtrières, au racisme, à l'antisémitisme, lorsque l'homme se laisse guider par des fanatiques ou des fous, eh bien tout est possible à toutes les époques. Et c'est tout le mérite de ceux qui perpétuent le souvenir de nous faire comprendre, à nous qui n'avons pas connu ce temps, que la barbarie peut revenir si nous laissons se développer des idéologies funestes. Et je remercie du fond du cœur toutes celles et tous ceux qui entretiennent ce souvenir à Roussille, à Saint-Didier-de-Formans et ailleurs dans notre département. Merci. Nos martyrs tombés ici étaient les meilleurs d'entre nous. Les barbares nazis et les criminels de la collaboration, ne pouvant abolir leur foi patriotique, ont voulu les effacer à jamais. En ce jour, nous ne pouvons oublier les familles de Saint-Didier qui, au péril de leur vie, s'efforcèrent de sauver des rescapés. Le temps ne justifie pas l'effacement du souvenir. Aussi, notre plus entière reconnaissance s'adresse à vous, acteurs des actions et témoignages fervents de la mémoire, qui assurent ici votre combat contre l'oubli. Merci, merci encore à tous, du fond du cœur, encore merci.
Mort pour la France le 16 juin 44. Louis Adam. Mort pour la France. Marcel Bach. Mort pour la France. Martin Bertolino. Mort pour la France. Marc Bloch. Mort pour la France. Hector Isabella. Lucien Bonnet. Mort pour la France. Louis César. Marc Bourreau. Mort pour la France. Étienne Mignard. Francis Bribaud. Mort pour la France. Armand Cachon. Jean-Marie Roche. Félix Verrier. Mort pour la France. Antoine Zenésini. Mort pour la France. 2 rescapés. Jean-Baptiste Crépeau, décédé le 17 avril 1948 à Marseille. Charles Perrin, décédé le 10 mars 1975 à Villeurbanne. Jean Crespo, un des 2 rescapés, a été sauvé par la famille de Francine Vignat. D'origine marseillaise, Jean Crespo était maçon. En 1941, sous le gouvernement de Vichy, il est interné en tant que militant du Parti communiste, devenu illégal. Il réussit à s'évader en juillet 1943 et rejoint les FTP, les francs-tireurs et partisans. En 1944, il est arrêté, interné à la prison Montluc de Lyon et torturé par la Gestapo, place Bellecour. Charles Perrin a été aidé par les parents de Georges Gautier. À la déclaration de guerre, Charles Perrin est tourneur en robinetterie à Mâcon. Il est blessé au combat, puis démobilisé. En novembre 1940, la police française l'arrête pour menées communiste. Il s'évade en mars 1943 et intègre les FTP. Ils mettent alors en place un camp de réfractaires au STO, le service du travail obligatoire, qui se transforme en maquis. Membre de l'état-major FTP, il est arrêté le 15 mai 1944 sur dénonciation. Torturé par la Gestapo dans les locaux de l'école de santé militaire, il est ensuite interné à la prison Montluc. Moi j'avais 12 ans à l'époque et je me souviens très bien de tous ces événements. Les circonstances ont voulu qu'on assiste indirectement au début des événements, la fusillade. Il se trouvait qu'on échangeait 2 fois avec mon père, un ouvrier de mon père. Aussitôt qu'on a entendu, moi j'étais gamin, j'étais dans la grange, qu'il a entendu ces coups de feu, il s'arrêtait de transmettre le feu à mon père. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas bougé, moi je suis descendu, j'étais dans la grange, j'entendais le feu, je suis venu sur le pas de la porte, et j'ai écouté, et mon père et l'ouvrier là, s'il disait pas grand-chose, on subissait, on écoutait, et ça durait un assez moment, assez long bout de temps. J'ai entendu causer les gens, mais c'était pas des dégonflés, hein, je précise. Mais ça, je garde les mots pour moi. Le 16 juin au soir, je me trouvais à Saint-Didier, à Trévoux, et je descendais voir ma fiancée à ce moment-là, et j'ai entendu péter. Et il se trouve une chose, c'est que, bon, comme je ne savais pas ce que c'était, je suis retourné sur Trévoux. Donc après, le lendemain, j'ai appris par mon père qu'il y avait eu des fusillés, qui étaient venus
Il a fait à côté de chez la famille Gauthier, chez mes futurs beaux-parents. Et heureusement, malheureusement pour les autres, il y a eu le rescapé qu'on a su par la suite, mais le premier Charles Perrin est arrivé chez la famille Mauvais, nos voisins, dans la même soirée, hein, je précise bien, parce que ces événements sont produits vers 19h30. On entend toutes sortes d'horaires, mais ça, je suis précis. Hein. 19h, 19h30. À 10h, le même soir, Madame Mauvais, notre voisine, est venue chez nous chercher de l'eau de vie. Alors, mes parents lui ont donné une bouteille d'eau de vie pour nettoyer un peu Charles Perrin, ça rescapé. Et c'est comme ça que le même soir, on a entendu, vers 19h environ, cette fusillade, et à 10h, on savait pratiquement ce qui s'était passé. À peu près, hein, on se doutait du instant qu'il y avait un rescapé. Alors que nous étions rentrés juste au moment du couvre-feu, nous étions rentrés avec une charge de foin, et à minuit, nous entendons appeler au secours, au secours. Bon, on est allé sur le pas de la porte pour voir de quoi il s'agissait, mais nous avions entendu la fusillade quelques heures plus tôt, et nous pensions bien que c'était un rapport entre la fusillade et la personne qui appelait au secours. Et c'était donc Jean Crespo qui voulait donner l'adresse de sa femme. Alors nous l'avons fait entrer et nous avons pris son adresse, l'adresse de sa femme et de ses 2 enfants. Et nous l'avons glissé et Jean Crespo était à l'état de mort. C'était un homme livide qui avait perdu énormément de sang, sa chemise était ensanglantée. On voyait bien que c'était quelqu'un de gravement atteint. Donc il est entré, on a changé ses habits et puis par précaution on l'a emmené à la chambre du haut. Donc là nous nous sommes occupés de lui, le nourrir un petit peu mais il ne pouvait pas manger. Il était en état de mort apparente, je ne sais pas comment il a pu faire plus d'1 kilomètre pour arriver chez nous, appeler au secours plusieurs personnes. Dans les maisons où il imaginait qu'il y avait quelqu'un, personne n'avait ouvert, donc il était complètement effondré. Et puis le lendemain matin, on a passé la nuit comme ça, personne n'a dormi, bien sûr, on avait peur que les fusils arrivent. Le lendemain matin, maman est descendue à Trévoux, à pied, pour aller chez le docteur. Alors elle est allée chez le docteur Desbeaux, qui a dit, mais vous vous rendez compte de ce que vous faites, le danger que vous courez? Alors maman dit, écoutez, on n'a pas eu le choix, cet homme est arrivé pour mourir chez nous, nous donner l'adresse de sa femme, on l'a hébergé et puis il a passé la nuit avec nous, il est encore vivant ce matin et il faudrait maintenant qu'il ait des soins. Le médecin est revenu à pied avec maman parce qu'il n'avait pas d'essence pour mettre dans sa voiture. Et il a prodigué les premiers soins, bien sûr, il avait sa trousse de secours, mais enfin, vu les blessures qu'il avait, il ne pouvait pas faire des soins très, très importants. En ce qui concerne Charles Perrin, le vendredi soir, dans la nuit, il a été mis dans une grange à mes parents, à mon père et mes parents, planché derrière du matériel agricole, qui n'était pas habité, je précise bien. Et ma mère lui a apporté à manger le samedi et le dimanche, à midi et soir, dans un panier, tout doucement, en faisant semblant de couper des orties, qu'elle mettait sur son panier pour planquer la nourriture. Voilà, il fallait bien faire ces choses, il fallait bien le nourrir. Il y en avait un presque au bord du Formant. Il a retrouvé sa veste à mi-chemin entre l'entrée du pré et le Formant. On a supposé qu'il a jeté sa veste pour détourner l'attention du tireur, ainsi de suite. On peut tout supposer à ce niveau. Mais enfin, ces salopards qui tirent dessus, ils l'ont eu quand même avant le Formant. Sinon, il allait sauver celui-là. Ils en ont ramassé un autre, juste avant l'entrée
du chemin du moulin à terre. Donc il a fait au moins plus de 100 mètres. Hein. Et ça, c'est précis, parce que ce sont les personnes qui les ont ramassées le samedi matin. Donc mon père, mon oncle, M. Ginet et M. Blais. Ça, c'est vécu. Et mon père et mes frères sont descendus là où étaient les fusillés. Et les gendarmes de Trévoux sont arrivés aussi. Et ils ont nettoyé un petit peu le visage des fusillés. Et puis, sur une échelle, ils les ont transportés un à un dans le magasin Reter pour qu'ils soient ensuite, enfin qu'on établisse un état civil pour chacun. Et c'est ce qui a été fait dans la journée, donc la journée du 17 a été très occupée, mais nous n'avons toujours rien dit concernant le fusillé qui était chez nous. Mais le samedi après-midi, là, je fais une petite parenthèse, en tant que gamin quand même, et puis un peu curieux en même temps, on est allé discrètement, sans autorisation aucune, les voir malheureusement alignés dans le magasin Rotter. Vers les 4-5 heures d'après-midi, on s'est faufilé pour aller voir cette curiosité, on ne peut pas dire autrement. C'était pas au bout de 2 minutes, qu'est-ce que vous fichez là les gamins, sauvez-vous? Alors on est parti, mais on a vu Jacques Mauvais, mon copain de la famille Mauvais, on les a vus tous étendus là dans le moulin à terre. Ma future belle-mère est venue voir mon père le lendemain matin, en lui disant qu'il y avait un fusillé à la maison. Mon père lui a dit, vous inquiétez pas, il dit, on va s'arranger, on va essayer de l'évacuer. Donc il est venu le lendemain matin avec le docteur Clavez. Il faisait un temps, il pleuvait, un temps de chien. Il s'était habillé avec des grandes houplantes, des bâtons, puis il dit, bon, on retourne sur Trévoux et on va faire semblant de ramasser les escargots. C'est comme ça que Perrin a été ramené à Trévoux de cette manière. C'est monsieur Morel, qui était donc un jeune incorporé, enfin qui faisait partie de la résistance, qui a pris contact avec nous et nous a dit qu'il ne fallait pas le garder là, mais essayer de le rapprocher de Lyon pour le faire hospitaliser. Mais les hôpitaux étaient aussi contrôlés, si l'on peut dire, par les Allemands, et on ne pouvait pas prendre le risque de l'emmener directement à l'hôpital. Alors il est allé dans la famille Poset, à Trévoux. C'était des maraîchers qui l'ont accepté. Maman l'a chargé sur une charrette et on a mis de la paille et des draps en dessous. Et puis par-dessus, on a mis du bois, comme si quelqu'un rentrait, enfin chargeait, faisait une voiture de bois. Une anecdote supplémentaire. Le dimanche soir, M. Morel, avec Fontanelle bien sûr, ils ont remis des effets propres. Ils ont mis une chemise maculée de sang. Et le lendemain matin, cette chemise, elle était toujours là, parce qu'à cette époque, il y avait des travaux de maçonnerie sur le toit de cette grange. Et il y avait les maçons, l'artisan, un cousin à nous, Roger Blanc, pour ne pas le nommer, trouve cette chemise, il la planque dans un sac vide. Figurez-vous que ces ouvriers, c'était des braves gens. Bon, c'est jamais une réaction sans mais d'une parole à l'autre. Ça se serait su dans la journée, on aurait été vendus aussi, nous. À cette époque, il n'y a pas de choix. Hein. C'était ou blanc-noir, c'était pas gris. Hein. Nous avions peur de tout le monde. Nos voisins venaient en disant « Oh, vos chiens ont beaucoup jappé cette nuit. Enfin, est-ce que vous avez entendu appeler au secours ?» Non, non, nous n'avons rien entendu. Même après, personne ne s'exprimait. Moi, ce que je vous dis, c'est parce que je l'ai vécu. C'est tout. Comment c'est pas... On ne se parlait pas même après. Hein.
Ah oui, c'est ce qu'on a vécu, c'est sûr. Et les voisins voulaient savoir aussi. Ils avaient certains remords. Hein. Ceux qui n'ont pas ouvert leurs portes l'ont sûrement regretté après. Mais on comprend un petit peu, cette période-là était tellement dangereuse et tragique. C'est une période où on évitait de parler, que j'ai pas perdu. Bien souvent, il y a des choses que... Oui, même en famille, il n'y avait pas de bavardage, on ne pouvait pas dire son état d'esprit. C'est seulement au médecin qu'on a pu raconter l'histoire. Et puis le médecin a dit, bon, ben, on va s'occuper de trouver une solution par prévu. Et donc cette famille posée on est entré en contact avec eux et ils ont bien voulu héberger notre Jean Crespo, qui a survécu. Par quel miracle, c'est ce qui est le plus difficile de solutionner. Et puis il a pu être hospitalisé, sa femme est venue à l'hôpital, elle l'a reconnu, et puis quelques jours après, ils ont pu rentrer à Marseille, et puis un an après, un bébé était arrivé dans leur foyer. Et pour nous remercier, le papa et la maman sont venus avec leur bébé et ont demandé qu'il soit baptisé à Saint-Didier. Mon frère aîné était le parrain et moi j'étais la marraine. Et c'était le miracle de voir arriver un bébé après cet homme qu'on avait vu mourant pendant des jours et des jours. Et voilà, maintenant, vous avez 66 ans. 69. 69. Eh bien, ma mère m'a raconté ce qui s'était passé, comment la famille Vignat avait récupéré mon père, l'avait soigné. Voilà. Et comment ils avaient décidé que Francine soit ma marraine et Pierre mon parrain. Voilà. Et ils m'ont amené à Saint-Didier pour être baptisé. Et oui, c'était tout petit. Voilà, et je remercie la famille Vignat et toutes les autres personnes d'avoir fait ce qu'ils ont fait, parce qu'il fallait le faire. Il fallait avoir le courage de le faire.
remedy. This is my path, my only way. This is my life, my remedy against the bomb that trap on me. No matter what they say, 'cause dreams are made of something you can touch. And if I'm wrong, who says you're right? Oh, 'cause dreams are made of something you can touch. And if I'm wrong, who says you're right? You cold as winter, so cold as winter, as winter. This is my life, my future's bright. Look at me shining, that's my fight. I'ma keep on walking day by day. And even in the darkest night, I see you right there, I see you shine. No matter what they say, 'cause dreams are made of something you can touch. And if I'm wrong, who says you're right? Oh, 'cause dreams are made of something you can touch. And if I'm wrong, who says you're right? You cold as winter, so cold as winter, as winter. So cold as winter, as winter, as winter.